74,31%. Voilà le score de Bruno Retailleau à la présidence des LR. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous recevoir ce soir. Avant d'avoir votre regard sur les soubresauts géopolitiques, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, actualité oblige, sur cette nouvelle présidence des LR. Belle nouvelle. Retrouvons tout de suite notre équipe sur place pour savoir justement si c'est une bonne nouvelle. Noé Gandillot, bonsoir. Vous êtes au QG des Républicains. Une victoire écrasante ce soir. Oui, une victoire écrasante et un score qui a surpris absolument tout le monde, les militants, les cadres, y compris dans le camp de Bruno Retailleau. Personne ne s'attendait à un tel plébiscite. On espérait un score supérieur à 60%, mais personne n'osait imaginer un tel résultat. Près de 3 adhérents sur 4 ont voté pour Bruno Retailleau. Et dans le camp du ministre de l'Intérieur, on me dit 2 choses ce soir. D'abord que ce score, il vient valider la stratégie de Bruno Retailleau d'entrer au gouvernement et de prendre la lumière place Beauvau. Et puis deuxième chose, ce score, il donne toute la légitimité à Bruno Retailleau pour placer ses proches, ses fidèles au poste stratégique du parti sans laisser trop de place à Laurent Wauquiez. À partir de ce soir, le ministre de l'Intérieur a derrière lui 120 000 adhérents et tous les cadres du parti. Bref, tout l'appareil de LR à son service, au service de ses ambitions présidentielles. C'est un pas décisif franchi en vue de 2027. Merci Noé Gandillot et Ali Labradinat qui vous accompagnent ce soir. Monsieur le Premier ministre, vous qui avez connu la droite sous toutes ses coutures, j'ai envie de dire, est-ce que le profil de ce vainqueur est à la hauteur de ceux que vous avez pu connaître ? Oui, d'abord c'est une très bonne nouvelle parce que le type est bien. C'est un personnage de qualité. Le type, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau. Et il est élu. Et c'est quelqu'un de qualité. Moi, je l'ai connu comme président de groupe, je l'ai connu comme président de département, comme président de région. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'honnête, il a des convictions. Et donc, il représente la droite conservatrice, c'est un positionnement, on peut être d'accord, pas d'accord. Mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui a des idées, des propositions, qui sait écouter, qui sait vraiment manager les choses. Et puis, il a fait en effet cette option, comme vous le disiez dans le reportage, l'option de choisir et de revenir à un parti de gouvernement. Car du temps de l'UMP, du temps du RPR, du temps de l'UDF, quand la droite était puissante et qu'elle gagnait les élections, c'était un parti de gouvernement. C'était pas un parti de protestation, c'était pas un parti marginal, c'était un parti qui avait comme ambition le gouvernement de la France. Et donc repartir avec cette logique, c'est très important. Donc je suis très heureux de ce résultat, mais c'est un point de départ. Il faut maintenant construire le parti, il faut pouvoir faire en sorte que le parti ait un projet, qu'il ait une organisation et qu'il ait cette éthique de gouvernement. Donc c'est tout un dispositif qu'il faut aujourd'hui réinventer, comme ce fut le cas quand on a transformé le RPR, l'UDF en UMP, quand on a mené ces grandes batailles qui ont fait qu'on avait une famille politique de droite, du centre, qui était capable d'assumer le gouvernement de la France. Donc, monsieur le Premier ministre, vous trouvez que les LR, c'est devenu un mouvement de protestation ces derniers temps ? Je pense qu'avant l'entrée au gouvernement de Bruno Retailleau, les gens qui étaient dans ce parti, en grande partie, avaient quitté ce parti. Beaucoup de gens étaient partis vers le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui. Beaucoup de gens aussi étaient partis avec Macron. Donc on a eu une dispersion importante. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Wauquiez a perdu, même si c'est un type qui a des qualités évidentes, une des raisons pour qu'il a perdu, c'est qu'il a créé une crise dans le parti quand il n'a pas voulu faire le choix entre Macron et le Front National. Donc un cordon anti-Front National s'est créé. Ceux qui étaient partis au Front National, ils ne votent plus aujourd'hui au LR. Donc je ne suis pas étonné de ce résultat, puisqu'au fond, la stratégie qu'avait Wauquiez, de cette proximité avec le Front National et ce parallélisme qu'il créait avec le Nini de l'époque, le mettait en situation où, au fond, les gens qui étaient d'accord avec lui sont déjà partis au Front National. Pourtant, pour Laurent Wauquiez, voter pour Bruno Retailleau, c'est voter pour les macronistes, c'est ce qu'il dit. Oui, mais c'est naturellement de la polémique de campagne électorale. Le fond de l'affaire, c'est qu'il s'agit d'une famille politique historique que connaît bien Retailleau. Il préside un grand groupe au sein. C'est le même groupe que le groupe UMP autrefois. Donc l'espace politique, il commence aux marges du socialisme et puis il s'arrête aux marges du Front National. C'est ce grand espace-là qui est très important. Au fond, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ont 2 adversaires politiques, les extrémismes et les socialistes.
Et donc, entre tous ces choix politiques qui sont des politiques de refus pour quelqu'un du centre ou de droite, au fond républicaine, il est clair qu'il y a de l'espace. Mais il va falloir le construire, cet espace. Comme les Giscard, les Chirac, les Sarkozy, comme tous ces dirigeants de l'UMP, Alain Juppé, ont fait pour rassembler tout le monde. Il faut créer aujourd'hui ce grand bloc républicain et démocrate qui va rassembler cet espace et qui va permettre au centre et à la droite de gagner les élections présidentielles de 2027. C'est ça, je crois, le grand sujet pour lequel il va falloir que cette génération-là soit aussi unitaire que le fut la génération précédente qui a construit cette UMP qui a été quand même un des leviers de la victoire de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy de manière significative. Jean-Pierre Raffarin, vous n'avez jamais caché votre sympathie pour Édouard Philippe, qui souhaite tout de même visiblement ramener Bruno Retailleau dans son écurie pour 2027. Est-ce que le ralliement entre les deux camps est inévitable selon vous? Est-ce que selon vous, la droite ne peut gagner sans se rallier au centre? On a vu les mots de François Bayrou ce soir qui vont s'afficher à l'écran. Est-ce que cette union des droites, cette grande droite, doit aussi rassembler le centre selon vous? Ça, je le pense. Je pense que sans un grand bloc républicain et démocrate, la victoire est impossible. J'apprécie ce qu'est Édouard Philippe, ce qu'il a fait, ce qu'il est. Je pense qu'il est bien placé pour rassembler au second tour. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que tous ces leaders puissent s'entendre. C'est une personnalité, il y a d'autres personnalités. Travaillons à la cohérence des uns et des autres. Faisons en sorte qu'il y ait une capacité à ce que les hommes soient en position de gouverner le pays. On ne gouverne pas tout seul. On ne gouverne pas tout seul, il faut rassembler un certain nombre de gens. Moi, je me souviens, dans mon équipe gouvernementale, j'avais un Sarkozy, j'avais un Fillon, j'avais un Villepin, il y avait beaucoup de gens qui étaient autour pour constituer une équipe gouvernementale. Donc, il faut rassembler. La politique, c'est le rassemblement ou alors c'est la radicalisation. Mais ça, la radicalisation, c'est les extrêmes. Ça conduit, je le dis, à l'exclusion, ça conduit notamment à la brutalité, on le voit à l'Assemblée nationale. Et je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'apaiser le pays, travailler, préparer l'alternance, préparer la capacité à gouverner. Et c'est, je pense, un sujet sur lequel maintenant Retailleau doit travailler. Mais cela doit se faire à partir d'une vision gouvernementale. On dirige un pays en se préparant à le gouverner, en faisant en sorte que le moment où la fonction suprême vient dans la famille politique, on est prêt à gouverner. Pour Laurent Wauquiez, tout de même, ce rassemblement passe par Gérald Darmanin jusqu'à Sarah Knafo. Et ce, vers une coalition de cette façon qu'on doit voir une droite se diriger? Je crois que maintenant, ce qui est important, c'est que des gens comme Retailleau avec LR, des gens comme Édouard Philippe avec Horizon, des gens avec Renaissance, tous ceux qui veulent pouvoir travailler. Maintenant, il va falloir construire un projet politique, une vision. Il va falloir construire un horizon pour la France. Et donc, il est important qu'il y ait une perspective. Il n'y a pas de bonne politique sans une perspective. Qu'est-ce que c'est qu'un bon leader? Un bon leader, c'est quelqu'un qui rend cohérent et compatible une destination et une politique, un chemin. Et c'est ça qu'il faut faire maintenant. Où va-t-on? Comment redresse-t-on la situation française? Comment on donne des perspectives aux jeunes Français? Et comment on construit le chemin qui va conduire à cette nouvelle France qu'il faut inventer? Et ça inclut Sarah Knafo, selon vous? Là, on verra ça plus tard. Je pense que... c'est tout de même une question qui se pose. Est-ce que Marion Maréchal, ce matin, était dans l'événement du dimanche et a dit Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, ce qu'ils ont de bon, c'est qu'ils n'ont pas exclu le RN, par exemple. Je pense qu'il est clair que le choix de ce grand bloc qui va conduire à la victoire présidentielle, c'est un bloc républicain et démocrate. Donc tous ceux qui ont flirté, qui flirtent avec les extrémistes ne sont pas naturellement les bienvenus dans cette situation. Et ce qui compte, bien sûr, c'est de la fermeté. Il faut une vraie droite. Et c'est vrai qu'on a besoin d'une vraie droite dans ce pays. Et c'est vrai que Retailleau peut incarner cette vraie droite. Il faut aussi qu'elle sache s'entendre avec le centre et puis que des personnalités capables de rassembler puissent émerger. Moi, je soutiens Édouard Philippe parce que je crois qu'il a cette capacité, mais je n'ai rien contre Retailleau, que j'aime beaucoup, que j'estime et que je pense qu'il peut être utile à la France. Et on verra bien le destin qui lui sera donné par les Françaises et les Français. Il faut faire confiance au pays aussi. Le pays, il a son bon sens. Le pays, il va faire émerger les gens. Le pays va les observer. Puis le pays va choisir. N'ayons pas peur. Surtout, évitons les primaires.
Ça, je pense que la primaire, c'est ce qu'il y a de plus catastrophique. J'ai vu en un dimanche l'UMP couper la tête d'un président de la République, d'un ancien président et de 2 anciens premiers ministres. Pour décapiter une famille politique, il n'y a rien de tel que les primaires. Non, on doit discuter, on va voir qui va émerger. Il faut faire en sorte qu'il y ait cette volonté de rassemblement et à partir du travail qui va être fait. Et je pense que ce qui est important pour les jeunes aujourd'hui ou pour ceux qui ont des ambitions pour la France de demain, c'est de pouvoir travailler à la construction du pays. Et là, c'est une mission que Retailleau peut très bien animer. Vous savez bien qu'au sein des Républicains, certains excluent totalement de parler avec le centre, par exemple. Est-ce que vraiment vous pensez que sans des primaires, il pourrait y avoir un candidat désigné? Mais il y a des moments où on peut s'exclure, il y a des moments dans les batailles électorales où on peut avoir quelques frictions et que les frontières sont un peu nerveuses. Mais sur le fond, après, il faut gagner. Il y a 2 tours. Probablement que le Rassemblement national est déjà au second tour. Quand on revoit les sondages dans le pays, on va voir ce qui va se passer, parce que ça a l'air de chahuter un peu à l'intérieur. Mais globalement, on peut faire le pronostic qu'ils peuvent être au second tour. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une place au second tour. Et donc tous ceux qui voudront jouer des perspectives personnelles, individuelles, égoïstes, échoueront. C'est le rassemblement qui gagnera. Car les Français ont compris, s'ils savent qu'il n'y a pas de primaire, ils savent que c'est le rassemblement qui permettra à la France de trouver une nouvelle perspective. Et ce rassemblement-là, il doit être fait par le travail, par les attitudes. Je pense que des gens comme Édouard Philippe, comme Retailleau, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens travailleurs, qui sont des gens responsables, ils vont savoir construire cet avenir ensemble. Vous avez parlé de fermeté. Est-ce que cette droite peut y arriver en 2027 en proposant des solutions comme envoyer les délinquants en prison en Guyane, comme le propose Gérald Darmanin? Je crois que Gérald Darmanin a raison d'avoir de l'éloignement complet d'un certain nombre de narcotrafiquants. Je pense que c'est utile. Alors, que ce soit en Guyane ou ailleurs, il faut que ce soit dans des prisons isolées, avec un isolement renforcé. Ce qu'il faut naturellement, c'est organiser des conditions d'accueil et de local d'intégration au territoire possible. Donc je ne sais pas ce qui s'est discuté actuellement en Guyane, mais je trouve tout à fait possible de construire des ensembles. Vous savez, j'avais fait un grand plan prison, je crois que c'est le dernier grand plan qu'on a fait dans ce pays. Et bien, naturellement, on discute avec les maires pour voir les besoins de gendarmerie qu'ils ont, les besoins de soutien qu'ils ont et les besoins d'isolement qu'il faut pour ces dangereux trafiquants. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne approche et je trouve que Darmanin a raison de se donner des défis de cette nature qu'on n'a pas traité jusqu'à maintenant et qu'il faudra traiter. On a vu suffisamment d'expériences très douloureuses où on a vu des gens perdre la vie parce qu'ils protégeaient la République et qu'ils essayaient de contenir les méfaits de ces narcotrafiquants. Monsieur le Premier ministre, l'actualité internationale avec vous désormais. Donald Trump a annoncé qu'il aurait Vladimir Poutine au téléphone demain. Quel regard vous portez sur la portée politique de Donald Trump sur la scène internationale jusqu'à présent ? Je pense que Donald Trump est assez imprévisible. On voit quand même qu'il a des revirements et qu'il construit souvent des rapports de force pour pouvoir négocier. C'est un grand dealer. Donc il est assez... Il y a une chose qui est très prévisible, c'est que de toute façon, c'est un agent réactif qui travaille au fond, malgré lui, pour l'union de l'Europe. Parce que plus il parle, plus l'union se rassemble. Plus il considère que l'Europe comme un adversaire, plus l'Union a besoin d'organiser son propre avenir. Donc de ce point de vue-là, c'est un agent réactif qui n'est pas inutile pour l'unité européenne. C'est le seul point qui est à peu près prévisible. Ce que je vois bien de toute façon, c'est que la ligne directrice, c'est d'abord la tension avec la Chine. C'est ce qui compte pour Donald Trump, y compris quand il cherche à avoir de bonnes relations avec Poutine. Car Kissinger disait toujours « Ne mettez jamais les intérêts de la Russie dans le même pot que les intérêts de la Chine ». Je pense que malgré toutes ces provocations, Trump a retenu cette leçon du département d'État américain, c'est qu'il faut séparer les influences de la Chine et de la Russie. Et puisqu'il a choisi la Chine comme adversaire numéro 1, il cherche à s'amadouer avec la Russie. Mais je vois bien que ces rodomontades n'ont pas provoqué aujourd'hui la démarche de paix. Je vois bien qu'il y a des difficultés majeures. Donc on reste très inquiet sur cette guerre qui fragilise ce peuple ukrainien qui est aujourd'hui dans une tragédie et pour lequel nous voulons vraiment une perspective de paix rapide. Une diplomatie 2.0, on peut le dire, sous Trump 2, le deuxième mandat. A-t-il tort quand il dit ceci ? Écoutez.
Il ne se passera rien tant que Poutine et moi ne nous rencontrerons pas, d'accord? Et il est évident qu'il n'allait pas y aller. Il n'allait pas y aller si je n'étais pas là et je ne crois pas qu'il se passera quoi que ce soit, que cela vous plaise ou non. Tant que nous ne nous serons pas rencontrés, lui et moi, nous nous réunissons. Mais nous allons devoir résoudre ce problème parce que trop de gens meurent. On parlait de sursaut européen à l'instant. Est-ce que quand il réagit de cette manière, en disant « il ne se passera rien tant que je n'ai pas rencontré Vladimir Poutine, tant qu'il n'y aura pas eu un dialogue États-Unis-Russie », clairement, est-ce qu'il se trompe réellement ? Je pense qu'il a créé ce théâtre pour cela. C'est parce qu'il veut apparaître comme le faiseur de paix au niveau mondial. Donc il s'est lui-même désigné comme l'interlocuteur de M. Poutine. C'est son propre rôle, c'est son propre scénario, c'est la mise en scène qu'il a organisée. Est-ce qu'il y avait d'autres interlocuteurs réellement ? Mais ça montre bien quand même que Poutine, qui joue cette carte-là, qui joue ce dialogue avec le président américain, ça montre bien que Poutine est pour fragiliser l'Europe. Que Poutine, dans sa stratégie, a une stratégie de fragilisation de l'Europe. Parce que c'est Poutine qui refuse le rôle à l'Europe dans cette affaire. Et donc il y a une sorte d'entente qui est un peu nébuleuse, mais que l'on ressent quand même sur le terrain réel, c'est que Poutine et Trump, tous les deux, sont favorables à une fragilisation de l'Europe. Et donc on ne peut pas compter sur ces discussions-là pour un renforcement de l'Europe. Essayons au moins que ça débouche sur la paix. Si ça débouchait sur la paix, nous serions très satisfaits. Mais nous sommes sans illusion. Aujourd'hui, Trump considère l'Europe comme un adversaire. Il a même dit une fois un ennemi, ce qui est quand même extraordinairement pour notre allié, extraordinairement désagréable et pénible à supporter. Mais c'est pour ça que beaucoup de pays européens aujourd'hui prennent leur distance avec les États-Unis. Mais sur le fond des choses, à chaque fois que Poutine et Trump parlent ensemble, c'est contre l'Europe. Mais est-ce que le président Macron a eu raison quand il dit ceci à Tirana ? Écoutez. Face au cynisme du président Poutine, je suis sûr même que le président Trump, soucieux de la crédibilité des États-Unis d'Amérique, va réagir. Parce qu'en fait, la proposition de cessez-le-feu, la proposition de rencontre à haut niveau, ce sont des propositions américaines. Elles sont importantes. Elles ne peuvent pas avoir une telle réponse. Est-ce qu'il y a une réelle indépendance vis-à-vis du gendarme du monde quand le président français dit ceci ? Je pense que le président français il a raison de dire ça, parce qu'il veut mettre Trump devant ses responsabilités. Il connaît bien Trump. Ils ont déjà été présidents tous les deux en même temps, donc ils ont beaucoup Ils échangent régulièrement. Ils échangent régulièrement. Donc, et donc il le met devant ses responsabilités. Vous êtes responsable, et si les choses vont mal, c'est en grande partie à cause de vous. Donc je ne veux pas croire que vous n'êtes pas responsable au point de ne pas vouloir traiter cette affaire. Donc je trouve que c'est un discours qui est très responsable. Et d'ailleurs, vous savez, sur le plan international, je trouve qu'on est très médisant quand on critique le président Macron. Moi qui circule beaucoup à travers le monde entier, il a une autorité internationale puissante. Je vois bien qu'il y a des problèmes en France, je vois bien qu'il y a des contestations, des protestations sur le sol national, mais sur la politique internationale, il a aujourd'hui une forte audience et je crois qu'il a une réelle influence. Et quand il dit ça, cette mise en cause, je dirais, de l'inaction de Trump en termes d'efficacité, c'est quelque chose qui pousse Trump à la responsabilité. Emmanuel Macron est à l'offensive sur toutes les initiatives européennes. On l'a vu également lors du sommet de la communauté politique européenne qui s'est tenu à Tirana. Est-ce qu'il y a réellement une possibilité d'avoir cette coalition des volontaires qui ferait une sorte de travail à l'unisson après le cessez-le-feu en Ukraine ? Vous y croyez ? Je crois que c'est possible. D'abord, il faut obtenir ce cessez-le-feu, mais je crois que c'est possible d'avoir une volonté de retrouver une Ukraine développée et donc d'y avoir une sorte de fédération des bonnes volontés. Je crois que c'est possible. C'est même l'intérêt de tout le continent européen d'à nouveau de se rassembler. Donc je crois que c'est possible. Mais naturellement, ce qui gêne aujourd'hui toutes nos relations internationales, mais aussi tous nos débats politiques, c'est cette bataille entre le souverainisme et le multilatéralisme.
le souverainisme qui se veut s'opposer au multilatéralisme et rend les choses incompatibles. Mais on voit bien, on a besoin de souverainisme, parce qu'on a besoin de frontières, on a besoin d'États-nations, on a besoin de culture nationale pour mobiliser un peuple. Mais il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ce n'est pas la nation qui peut répondre. Quand vous avez des pandémies, quand vous avez la planète à sauver, quand vous avez des sujets internationaux, vous avez besoin de droit international. Donc il faut de la nation et il faut du droit international. Il ne faut pas opposer les deux. Tous ceux qui opposent les deux sont en train de fragiliser notre monde aujourd'hui. Nous avons besoin d'une ONU qui fonctionne, nous avons besoin d'une Union européenne qui rassemble, mais nous avons aussi besoin d'une nation qui valorise sa culture, qui protège ses frontières, qui apporte des sécurités. C'est la nation qui assume la sécurité. Mais on a aussi besoin de la paix. Et la paix, ça se fait avec les autres. Et donc, attention, cette course au souverainisme plus intégral, ça conduit à quoi? Ça conduit aux tensions et ça conduit à la guerre. Et donc il faut apaiser les choses et bien reconnaître que naturellement on a besoin des nations qui ont construit les peuples et c'est essentiel pour manager notre propre avenir, mais on a aussi besoin des relations internationales, de la création du droit international. Et aujourd'hui, ce qu'on voit partout, c'est que le droit recule. L'ONU ne produit plus de normes de droit. L'OMC ne répond plus de droit. On voit bien qu'il n'y a plus de droit international vivant. Et quand le droit recule, c'est la violence qui avance. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est dominé par la violence. C'est la course aux États-puissances, c'est la course au super-souverainisme. Et ça va dans la mauvaise direction. Alors, comment redonner une forme de puissance à ces organisations internationales? Puisque on le voit dans le monde d'aujourd'hui, avec les leaders qui arrivent sur la scène internationale, dont Donald Trump, qui méprise les organisations internationales. Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir au cœur de notre diplomatie des organisations internationales comme l'ONU qui sont en perte de vitesse? Je pense qu'il faut, au fond, avoir une ligne de conduite très claire, c'est-à-dire qu'on parle avec tout le monde, parmi ceux qui ne nous attaquent pas dans notre intégrité territoriale ou culturelle ou politique. Je crois que c'est la ligne de Gaulle. Quand on est attaqué dans notre identité, on est résistant. Mais quand on n'est pas attaqué, on parle avec tout le monde et on parle avec l'adversaire. Donc il faut parler avec Trump, donc il faut parler avec Xi Jinping, il faut parler avec tous ceux qui ne nous agressent pas. Mais on ne peut pas parler aujourd'hui avec Poutine. Nous sommes des résistants vis-à-vis de Poutine. Et ça, je pense qu'il faut bien avoir ces lignes de grande distinction de nos comportements. Et ça veut dire qu'il faut travailler à une réforme de l'ONU, à un Conseil de sécurité qui puisse fonctionner, à un nouveau multilatéralisme qui ne soit pas un multilatéralisme chinois ou un multilatéralisme américain, mais qui soit vraiment un multilatéralisme des nations. Et puis, naturellement, il faut travailler sur cette capacité à faire de l'Europe aujourd'hui une force et redonner un leadership à l'Europe. Et le leadership de l'Europe, pour moi, et je crois là des lueurs d'espoir dans une situation qui était assez sombre. Nous avons une lueur d'espoir, c'est sans doute le renouveau du franco-allemand. Car le vrai leadership de l'Europe, ce sera toujours et pour longtemps le franco-allemand. Certes ouvert aux autres, certes tenant les autres, ayant une conscience de l'altérité, mais au moins une puissance qui fait une puissance continentale. Il y a aussi l'adaptation de Donald Trump sur le dossier chinois que vous avez mentionné. En Europe, certains poussent afin qu'on noue de nouveaux partenariats avec Xi Jinping. C'est le cas d'Enrico Letta qui a dit face aux excès de Trump vis-à-vis de l'Europe, nous devons être prêts à nous rapprocher de Pékin. Tout le monde le sait, Jean-Pierre Raffarin, vous êtes un grand sinophile. Est-ce que c'est la solution? Je crois que la solution, c'est de préserver les équilibres. Nous ne pouvons pas être dans un camp contre l'autre. Les entreprises françaises, elles veulent être sur le marché américain et sur le marché chinois. Et donc, nous devons veiller à l'équilibre. Vous savez, cette tension entre les États-Unis et la Chine, dans toute hypothèse, elle est mauvaise. Si on va vers une tension majeure, une escalade des souverainismes, une bataille sur Taïwan, on aura sans doute des tensions qui conduiront à des exercices militaires redoutables. Et donc on sera perdant parce qu'on sera engagé dans une affaire qui sera une affaire de grande complexité et de désordre mondial. Mais attention, il y a le scénario de l'affrontement, mais il y a aussi le fait qu'un peuple de commerçants et un dealer sont capables aussi de s'entendre. Et ils peuvent très bien s'entendre sur le dos de l'Europe. On le voit avec les métaux rares, on le voit avec un certain nombre de choses. Nous sommes dépendants des uns et des autres. Et donc il faut faire très attention à éviter
cette tension qui est d'éviter que nous puissions avoir un jour, à un moment ou un autre, cette nécessité de choisir l'un des deux partenaires, ce qui voudrait que nous dire qu'on est dans un affrontement mondial. De ce point de vue-là, la seule règle, c'est de trouver une puissance dans l'Europe, et cette puissance, on la trouvera par un franco-allemand qui est aujourd'hui une seule des hypothèses que nous ayons pour constituer un rapport de force. Aujourd'hui, on fait un rapport de force avec la Chine sur le véhicule électrique. On augmente nos tarifs. Les Français votent pour, les Allemands votent contre. Quelle est notre autorité quand les Français et les Allemands, dans un rapport de force avec plus fort que nous, nous ne sommes pas rassemblés? Il y a eu un certain retour en arrière sur les droits de douane, notamment sur les véhicules électriques, voilà. Après les droits de douane de Donald Trump. Voilà, mais il faut que Français et Allemands soient d'accord. Vous savez, Jacques Chirac, s'il était là, je pense, sur des sujets comme nous avons aujourd'hui, il ne dirait pas on va se séparer sur le véhicule électrique, on va se séparer sur le Mercosur. Il dirait le Mercosur, c'est d'abord l'agriculture. Alors tu laisses la France décider et les Allemands s'alignent sur la position de la France. Et nous, l'automobile, c'est les Allemands, les Allemands décident et on s'alignera sur la position des Allemands. Tenons compte les uns des autres, mais faisons en sorte que nous ayons vraiment, dans les réunions internationales, des positions franco-allemandes rassemblées et pas divisées. La division en politique, c'est l'échec. C'est vrai pour les relations internationales, c'est vrai aussi pour Retailleau, Édouard Philippe et les autres. Merci, Monsieur le Premier ministre. Ce sera le mot de la fin, donc.